Et bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième partie de Tinkat. Donc je vous rappelle que au précédent cours, on avait fait cette partie-là avec le formulaire de connexion où on avait fait toute la mise en forme en HTML et CSS. On avait également fait toute la partie animation avec des hover, etc. Donc, alors là, du coup, je vous remontre vite fait la démonstration. Donc, on a notre formulaire de contact, j'appuie sur connexion, le loader qui s'active, et ensuite, on a la page de match. On a les profils qui apparaissent et on peut liker ou pas. D'accord? Donc, c'est ça qu'on souhaite faire. Donc, aujourd'hui, nous, on va s'intéresser à la partie loading, donc entre la page login et entre la partie match. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je vous le dis, on va faire cette partie-là. Donc on a d'un côté notre page login qui a déjà été créée, on va le voir, on va l'ouvrir, donc je vous invite à le télécharger. Et de l'autre, on a notre page match. Ce qui se passe, c'est qu'entre temps, on va faire un appel à une API qui va nous donner des différentes datas. Et pour traiter ces informations-là, on va avoir un temps de chargement. Et pour gérer ça au niveau utilisateur, on va mettre un loader en place. Donc ce loader, on va le créer nous-mêmes. Donc pour le créer nous-mêmes, je vous invite à ouvrir votre éditeur de texte. Donc si vous n'avez pas d'éditeur de texte, je vous recommande Visual Studio. Donc moi mon projet il se trouve ici, Tinkat. Je vais l'ouvrir avec mon VS Code, donc pour ça je fais juste un glisser-déposer. Et mon projet, je peux tout simplement l'ouvrir avec... Alors si je double-clique dessus et que je l'ouvre, j'ai bien ma fenêtre qui s'ouvre et vous voyez que quand je clique sur le index.html, j'ai bien mon projet qui se lance. Et je vais me rendre sur mon Visual Studio. Donc, je vais me rendre dans la partie ici explorateur, donc j'ai toute la liste de mes fichiers et je vais donc faire un clic et ouvrir avec Live Server. Pour ça, je fais un clic droit Open with Live Server, donc c'est une extension. Si vous n'avez pas, je vous recommande de l'installer. Pour l'installer, vous en êtes dans les extensions, vous tapez Live Server, vous voyez, je l'ai ici, moi, voilà, Live Server, et vous l'installez. Donc ça vous permet d'avoir un serveur qui va se rafraîchir automatiquement et vous n'aurez pas besoin à chaque fois de réactualiser votre page. Donc c'est assez pratique. Je ferme ça, je me rends dans mon arborescence et j'ai bien mon fichier. Alors comment on va faire? Qu'est-ce qui va se passer concrètement sur notre page? On va avoir notre partie login, donc là vous voyez je l'ai représenté par un rectangle. Donc ça c'est la div qu'on a créée nous dans notre code. Donc, si je vous remontre le code, notre div login, elle est là. Donc qu'est-ce qui va se passer concrètement? Lorsqu'on va cliquer sur le bouton connexion, dans ce qu'on appelle une soumission de formulaire, lorsqu'on va soumettre notre formulaire, on va détecter l'événement, donc ça va être en JavaScript. C'est là où on atteint les limites en fait du CSS et que là on va devoir utiliser du JavaScript pour faire ça. Donc on va capter l'événement de la soumission et on va du cacher ce formulaire de connexion et on va faire apparaître le loader. Donc ça, on va le représenter en code. Donc là pour l'instant, ce carré, ce rectangle ici, login, on l'a déjà fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est la partie loader. Donc pour ça, on se rend, ça je vais l'enlever, on va se rendre dans notre code et on va se créer du coup une nouvelle div. Donc je vais à la ligne, ici, et on va se créer une div. Donc rappelez-vous, plutôt que de faire div, ensuite rajouter un identifiant, etc. Ici, je peux carrément directement mettre hashtag et mettre, on va l'appeler loader content. Et j'appuie sur tabulation ou entrée. Donc là, j'ai mon content loader qui est prêt et à l'intérieur de ce content loader, donc ça va être la boîte qui va contenir notre loader et à l'intérieur de ça, on va mettre notre loader. Donc là, on va se créer un nouvelle div avec un nouvel identifiant qu'on va appeler loader. Donc là j'ai mon loader qui est ici. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir faire ma fameuse animation. Donc on va se rendre dans notre CSS. Ici je vais afficher mon fichier style.css, on va aller tout en bas et on va venir sélectionner notre loader. On va cacher notre formulaire, donc pour ça je vais venir sélectionner mon login et on va faire un display none. Je vais prendre mon loader et ce loader on va lui donner différentes informations. On va lui donner des dimensions, on va commencer par lui donner des dimensions, donc on va mettre 120 pixels et en hauteur on va mettre également 120 pixels. Donc pour l'instant il n'apparaît pas, c'est tout à fait normal puisque il n'a pas de couleur ni quoi que ce soit. Nous ce qu'on va faire c'est qu'on va lui donner des bordures. Donc, je vais faire un border color et pour l'instant je vais mettre une couleur rouge.
j'enregistre. Donc là je vois qu'il n'apparaît pas, je vais aller dans mon inspecteur d'éléments. Donc pour ça vous faites un clic droit inspecter, et l'inspecteur d'éléments va vous permettre de comprendre ce qui ne va pas. Donc là par exemple si je me rends sur mon loader, donc je vois qu'il y a bien les dimensions, je vois que mes bordures sont bien présentes, mais il n'apparaît pas. Alors ce qu'on va faire c'est que tout simplement je n'ai pas mis, j'ai oublié certains paramètres, on peut pas mettre juste une couleur, là j'ai juste mis une couleur à mes bordures. Moi ce que je veux c'est également lui donner des dimensions et un type de bordure. On va mettre la propriété border tout court et je vais lui donner une taille dans un premier temps, donc je vais mettre 2 pixels, ensuite je vais mettre un type de bordure qui sera en solide et ensuite je lui mets une couleur et j'enregistre. Là on voit pas très bien, je vais mettre 5 pixels pour que vous voyez mieux et on voit que j'ai bien mon élément qui est apparu. Je souhaite avoir ma bordure du haut qui soit d'une couleur différente. Donc je vais faire un border top et je vais lui donner une couleur bleue par exemple. Et on va mettre pareil 5 pixels en solide et on va mettre une couleur bleue. Voilà. Donc là vous voyez que je n'ai que la bordure du haut maintenant qui est en bleu. Donc à savoir que chaque élément, chaque bloc HTML, ce sont ni plus ni moins que des rectangles que vous pouvez éditer la taille, la couleur, etc. Et ils ont chacun 4 côtés. Et moi ce que je voudrais c'est que ce soit un cercle qui tourne. Donc pour arrondir mon carré, je vais faire un border radius et je vais mettre 100%. Et j'enregistre. Et là vous voyez que j'ai bien mon cercle qui est apparu. La couleur du bas ce sera ça. Et pour l'autre couleur, on va sélectionner cette couleur là. Voilà, donc là on a déjà notre loader, donc vous avez compris l'idée, on a fait notre cercle. Maintenant ce qu'on veut c'est le faire tourner. On va le faire tourner en boucle à l'infini et ça va donner une impression de loader, de chargement. Pour l'animer, on va utiliser ce qu'on appelle les keyframes. Donc pour utiliser les keyframes, on va mettre ici un arrobase, on va mettre le mot-clé keyframe. Et ensuite on va devoir donner un nom à ce keyframe. Donc nous on va l'appeler spin. Et on met les accolades. Donc ces keyframes, comment ça fonctionne? On va avoir en gros un point de départ, un point d'arrivée. Et on va avoir un état pour ce point de départ et un état pour le point d'arrivée. Donc ce qui va faire c'est que, ce qui va se passer c'est que du coup on va pouvoir modifier les attributs CSS sur le départ et sur l'arrivée. Ce qui va faire que ça va s'animer. Donc là par exemple, moi je vais lui dire, bah tiens, à 0% de l'animation, puis je mets les accolades, donc à 0% de l'animation, je vais transforme de 0, alors je vais mettre ici une rotation, rotate, et je vais mettre 0 degré. On va utiliser la propriété rotate pour faire une rotation. Donc là on part de 0 et ensuite on va aller jusqu'à 360. Donc plutôt que de tout copier, ce que vous pouvez faire c'est un Alt Shift sur la ligne, vous mettez sur la bonne ligne ici, Alt Shift et touche directionnelle vers le bas. Et ensuite vous mettez ici 100% et là on va mettre 360. Donc à 0% de l'animation on va être à 0 degré et à 100% de l'animation on va être à 360 degrés. Donc l'idée maintenant, donc on a créé notre keyframe en sachant que ce keyframe on peut l'appliquer à n'importe quel div, n'importe quel élément HTML. Nous ce qu'on veut c'est l'appliquer à notre loader. Donc pour ça on va utiliser la propriété animate. Par défaut Visual Studio vous donne tout un tas d'arguments à renseigner. Donc nous on va mettre dans un premier temps le nom de l'animation. Donc nous c'est l'animation spin. Ensuite on va mettre la durée, combien de temps ça va durer, donc nous on va mettre 2 secondes. Et ensuite le type d'animation, donc nous ce sera en linéaire et ce sera infinite. J'enregistre et là vous voyez que mon animation a été appliquée sur ma div et que la rotation se fait et de manière infinite. Donc là j'ai bien mon loader qui apparaît. Donc maintenant que j'ai mon loader qui est prêt, maintenant moi ce que je veux c'est le faire apparaître lorsque j'ai chargé mes données. Déjà on va faire une petite explication. On a fait pour l'instant cette partie là. Donc on a ici, alors on l'a pas encore fait d'ailleurs, mais on submit, donc au moment où on va soumettre le formulaire, on va show le loader. Donc pour l'instant on a juste mis en forme notre loader, mais maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire disparaître, apparaître au moment voulu. Donc pour avoir un petit peu plus d'informations, ce qui se passe réellement c'est qu'on soumet le formulaire, on va
faire apparaître le loader, et en plus de ça, on va appeler notre API. Déjà, on va définir ce que c'est qu'une API. Donc API, c'est l'acronyme de Application Programming Interface. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait de créer une interface qui va être utilisée par des programmes pour des applications. On va prendre un exemple très simple, un téléphone. Donc le Nokia, c'est en soi la partie applicative, donc c'est l'application avec laquelle on peut téléphoner, envoyer des messages, etc. Il y a tout un tas de choses à l'intérieur. D'accord? Donc ça, c'est la partie application. La partie interface, ça va être le clavier. Vous, en tant qu'utilisateur, quand vous utilisez ce téléphone, vous allez interagir avec le téléphone de par le clavier. Donc ça, c'est la partie interface. Ce qui se passe, c'est que lorsque nous, on parle d'API, comme je vous l'ai dit, donc c'est des applications qui sont utilisées par des programmes et non par des utilisateurs. Imaginons maintenant que vous avez d'un côté votre téléphone, de l'autre côté votre imprimante par exemple, et que vous souhaitez prendre une photo tous les jours à une heure bien précise et que vous souhaitez imprimer votre photo. Pour faire ça, on va inventer un programme. Là, on va imaginer que c'est notre R2D2, d'accord, qui va interagir avec le téléphone, qui va être programmé pour telle heure interagir avec ce téléphone et imprimer, lancer l'impression tout de suite après, d'accord. Donc là, on vient de créer un programme qui vient d'interagir avec notre téléphone. Alors bien sûr, hein, c'est juste pour vous décrire un petit peu l'idée, mais dans la vraie vie, les API, c'est plus des choses comme Google Maps, par exemple. Donc Google Maps, ils ont créé un service de cartographie interactive qui comprend tout un tas de fonctionnalités. Par exemple, on peut détecter le moment où on touche la map, au moment où on clique dessus, etc. Tout ça, vous n'allez pas le faire vous-même, hein, vous n'allez pas réinventer la roue. Google le fait très bien. Et donc, pourquoi ne pas utiliser un service qui a été proposé par cette entreprise? Donc, par exemple, Uber utilise Google Maps dans son application, et ce qui permet de rendre leur application plus interactive. On a également d'autres API qui existent comme celle de Twitter par exemple. Donc tout ce qui est faisable sur Twitter peut être fait via une API. Donc typiquement, si je sais pas si vous connaissez TweetDeck qui permet de gérer, faire des boards, etc. pour gérer, auditer des hashtags, etc. Et ben ils vont utiliser l'API de Twitter pour faire une application annexe au vrai site de Twitter. Donc ça a des multiples usages. Alors ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois, nous on va faire des appels API, on va voir comment faire, donc on va utiliser du JavaScript, et l'API va nous répondre avec un format bien particulier de données, ça s'appelle le JSON. Je vous recommande d'installer l'extension JSON Viewer qui permet d'avoir quelque chose de plus agréable à lire et de plus structuré. On va le voir ensemble, ce que ça nous renvoie. L'API est disponible sur cette URL, donc quand on se rend sur cette URL, l'API nous répond et va nous renvoyer des informations. Donc là en l'occurrence, c'est un format JSON avec à l'intérieur plusieurs objets. Donc on va avoir à chaque fois, en gros c'est des chats à chaque fois, enfin pour chaque chat il y a un nom et un chemin vers l'image. Donc à chaque fois on va voir l'image et le nom de ce chat. Donc nous, ce qui va nous permettre dans notre application de pouvoir afficher à chaque fois des images et le nom qui va avec. Donc on va voir comment on va pouvoir manipuler tout ça. Une fois qu'on a reçu nos différentes données, côté JavaScript, on va pouvoir manipuler ces différentes données en faisant par exemple un point name, et ce point name, on va accéder à l'attribut name ici et on va afficher le nom. On va voir comment on fait ça. Donc déjà, il va nous falloir du JavaScript. Donc on va se rendre sur notre code et on va se créer ici une balise script. Sur cette balise script, on va rajouter l'attribut src, si vous ne l'avez pas déjà. Et dans cet attribut src, on va lui donner le chemin vers notre fichier, donc il n'existe pas encore. Ce fichier, on va le mettre dans un sous-dossier JS. On va l'appeler script.js. Et ensuite, plutôt que de le créer manuellement, on va faire un CTRL-clic. Il va nous dire que le fichier n'existe pas, il va nous proposer de le créer. Donc là, on appuie sur Create File. Pour vous assurer que votre fichier JS est bien créé, vous pouvez faire à l'arrière un petit alerte. Et ici, on va mettre Hello JS. Et j'enregistre. Et là, quand j'actualise ma page, vous voyez que j'ai bien mon alerte qui s'est lancé avec mon texte à l'intérieur. C'est-à-dire que tout fonctionne. Donc maintenant qu'on a ça, moi ce que je voudrais, comme on l'a vu dans la présentation, c'est au moment où je soumets mon formulaire, au moment où je clique sur mon formulaire, sur le bouton connexion, que ça me charge mon loader. Donc on va se rendre à notre style
.css. Ici, vous voyez qu'on a notre identifiant login qui est en display none, ce qui fait qu'il est caché. On va le supprimer. Voilà, je l'enlève. Maintenant, je me retrouve avec mes deux éléments qui sont affichés. C'est normal. Ce qu'on va faire, c'est que par défaut, le loader, alors on va pas prendre le loader, mais on va prendre le loader content. Donc ça, on va faire loader-content. Et ici, on va le mettre en display none. Et j'enregistre. Donc par défaut, mon loader n'apparaît pas au chargement de ma page. Ça, après, je vais le contrôler en JS. Moi, ce que je veux, c'est au moment où je clique sur login, ça me charge. Hop, ça me charge mon loader. Donc, je vais me rendre dans mon script et je vais supprimer ça. On a vu que ça fonctionnait, j'en ai plus besoin. Alors, comment ça fonctionne? On va manipuler le DOM. Donc, le DOM, c'est tout ce qui, c'est la structure HTML, c'est la structure HTML de notre page en version objet. Donc, pour le JavaScript, chaque élément HTML est un objet. Donc pour venir sélectionner un élément, on va utiliser le mot-clé document. Donc document, c'est mon document. Ensuite, ce que je vais lui dire, je vais lui dire, va me sélectionner mon formulaire, et moi je veux détecter le moment où tu soumets ce formulaire. Donc là, je vais faire un getElément by ID. Donc il y a plusieurs façons de venir sélectionner un élément en JavaScript. Nous, on va le faire avec son identifiant. Sur mon formulaire ici, alors mon formulaire, il est où? Il est ici. Donc on va lui donner un identifiant, il n'a pas d'identifiant. Donc je vais lui mettre ici un ID et je vais mettre des formes login. Je veux le sélectionner en JavaScript. À partir du moment où je l'ai sélectionné, je vais pouvoir faire tout un tas de choses. Vous allez le voir, je vais pouvoir manipuler mon élément. Donc dans mon script ici, je vais mettre des parenthèses et des guillemets. Et à l'intérieur, je vais mettre le nom de mon identifiant. Donc nous, on l'a appelé form login. Parenthèses, etc. dans tous les sens. Donc là, je vais faire un add event listener. Donc je vais écouter l'événement. Je vais écouter les événements qui vont se produire sur ma page et en l'occurrence sur mon formulaire. Donc je vais lui rattacher l'écoute d'un événement. Donc un add event listener entre parenthèses, entre guillemets. Et là, je vais mettre, pour l'exemple, je vais vous mettre clic. Ce que je suis en train de lui dire là, c'est que lorsque je clique sur formulaire login, il va se passer quelque chose. Alors pour le moment, il va se passer quelque chose, il n'est pas présent. Ici, je vais mettre virgule function entre parenthèses. Entre les deux parenthèses ici, je vais mettre des accolades. Alors en JavaScript, il y a des parenthèses, des accolades dans tous les sens. L'éditeur de texte vous aide, mais ça peut perturber au début. Et ça peut aussi générer des erreurs. Je vous conseille de revenir à la ligne et j'enregistre. Donc là, j'ai bien sélectionné mon formulaire avec son identifiant. J'ai choisi de le sélectionner avec son identifiant parce que le JavaScript il considère que sur une page HTML, il n'y a qu'un seul identifiant par page. Et ensuite, à cet élément, je lui ai rattaché l'écoute d'un événement, en l'occurrence le clic. Et lorsque il y a un clic, je déclenche une fonction. À l'intérieur de cette fonction, je vais mettre une instruction. Cette instruction, ça va être quoi? Ça va être juste un petit alerte et je vais mettre hello click et j'enregistre. Donc dès l'instant où je vais cliquer sur mon formulaire, ça va déclencher mon alerte et je vais avoir mon alerte qui s'affiche. On va tester, voir si ça fonctionne. Mon formulaire est là en blanc, donc je clique dessus et vous voyez que j'ai bien mon hello click qui apparaît. Donc là, ça a bien. Et donc là, vous voyez, j'ai bien mon alerte qui se lance. Donc ça, je peux le supprimer, j'ai vu que ça fonctionne. Alors comme je vous l'avais dit précédemment, nous c'est pas le clic qu'on veut détecter, ça pourrait servir pour tout un tas de choses, l'écoute d'un événement au clic, on pourrait faire plein de choses, par exemple une modale, on pourrait dire bah tiens lorsque je clique sur le bouton, ça fait apparaître une petite pop-up, ou on appelle ça aussi une modale, et à l'intérieur il y aurait des informations. Ça pourrait être pour un portfolio par exemple, tout un tas de choses. Nous ce qu'on veut c'est détecter la soumission du formulaire. Donc là je vais pas mettre clic, je vais mettre submit. Les événements en JavaScript, il y en a plein, il y a le hover, le submit, le focus, etc., etc. On va faire un console.log. Donc, on a vu tout à l'heure le alert, on a vu que ça a affiché une petite modale native, et donc le console.log ça va servir à débugger. Donc tout ça c'est des fonctions qui sont natives à JavaScript. Là on est en train de faire du Vanilla.js. Donc le Vanilla.js c'est l'utilisation de JavaScript sans aucune extension, sans aucune librairie, framework ou quoi que ce soit. On est vraiment en train de faire du JavaScript de base. Donc c'est très bien pour apprendre. Et donc dans ce console.log, donc le console.log c'est très utile et je vous recommande de vous en servir le plus souvent possible. Ici je vais mettre hello submit et j'enregistre. Ce qui fait que maintenant je vais devoir afficher ma console
pour voir ce message. Donc pour voir ma console, je fais un clic droit inspecter. Donc pour information, moi j'utilise Google Chrome parce qu'il est assez pratique pour développer. Il y a plein d'outils qui sont vraiment sympas. Donc je vous recommande d'utiliser Google Chrome également. Et je vais détacher ma fenêtre moi parce que c'est plus pratique. Voilà. Et on va se rendre dans l'onglet console. Donc là théoriquement, lorsque je vais appuyer sur login, je vais avoir mon console.log qui va s'afficher. On va voir si ça fonctionne. Je me rends sur ma page, je clique sur login et là on voit qu'il se passe quelque chose. Donc il y a bien mon console.log qui s'affiche, mais il apparaît, il disparaît instantanément. Alors pourquoi? Parce que par défaut le comportement d'un formulaire c'est de recharger la page, en tout cas de se rendre sur une page ou un script que l'on a renseigné. Et nous c'est pas ce qu'on veut, nous on veut une single page. Donc on va ici capturer l'événement, on va mettre en argument event et ici on va mettre un event.preventDefault, ce qui va permettre d'éviter que la page se recharge. Et donc je vais avoir mon fameux console.log qui va s'afficher. On va tester. Je vais maintenant appuyer sur login et je vois que ma page ne se recharge pas et j'ai bien mon Hello Submit qui s'affiche. Donc déjà j'ai réussi à gérer cette partie là. Alors entre parenthèses, vous avez vu que là quand je clique sur mon bouton, il y a une bordure qui se passe là et moi j'en ai pas forcément envie. Donc ce qu'on va faire c'est que dans style.css on va aller sélectionner notre bouton si c'est pas déjà fait. Voilà, il est là, type submit, et on va mettre un outline et on va mettre none et j'enregistre. On va se rendre sur notre script et ici je vais enlever mon console.log puisque on a vu que ça fonctionnait. Donc comme je vous l'ai dit, nous ce qu'on voulait c'était, lorsque je clique sur submit, supprimer ce formulaire. Donc déjà on va commencer par ça. Je vais devoir sélectionner mon formulaire. Donc ma section formulaire, c'est ma section login ici. Donc je vais venir sélectionner l'élément qui a l'identifiant login et je vais modifier son CSS pour le faire disparaître. Donc je vais faire un document.getElement by ID. Mon élément il a l'identifiant login. Moi je veux accéder à son style. On avait vu tout à l'heure que quand je faisais un display none, et ben ça me cachait mon élément, tout simplement, c'est du CSS classique. Donc pour accéder au style de mon élément, je vais faire un point style et ensuite je vais faire un point display. Donc à l'intérieur de ces styles, je vais accéder à la propriété display et je vais mettre est égal et je vais mettre ici none. Donc là je viens de réattribuer la valeur de son style, de son CSS, et je viens de la modifier pour le mettre à none. Donc là je viens en quelque sorte de faire du CSS avec du JavaScript. Donc ça j'aurais très bien pu le faire en CSS, sauf que moi je veux que ça se fasse au moment où je clique sur le submit. Et c'est là qu'intervient le JS, puisque je n'ai pas d'autre choix que de le faire en JavaScript. Donc si je clique sur login, vous avez vu que là mon HTML a été modifié. Je viens de modifier le CSS de mon formulaire, enfin en tout cas de mon bloc login, et ça vient de le mettre en none. Si je me rends dans mon inspecteur d'éléments, dans la partie éléments, je vois qu'au niveau de login, j'ai bien ma valise ici qui a style display none. Ça a été rajouté en JavaScript. Mais moi ce que je voudrais maintenant c'est faire apparaître mon loader. Donc là je vais faire la même chose, je vais faire un document.getElement by ID. Je vais aller sélectionner mon loader. Mon loader, il a l'identifiant loader content. Je vais donc sélectionner mon loader content. Et pareil, je vais faire un point style, point display, et je vais le mettre en bloc. Et j'enregistre. Et donc maintenant, quand je vais cliquer dessus, ça va faire disparaître le formulaire et faire apparaître mon loader. Je clique sur login et je vois que ça a bien fait ce que je voulais. Maintenant, on avait vu que nous, on voulait charger des données. Donc ces données, c'est l'appel à mon API. Je vais le mettre en plus grand. Donc pour ça, il faut se rendre sur cette URL. Quand je vais dessus, ça m'envoie ça. Donc ça, c'est la vue avec JSON Viewer. Hein, c'est l'extension que je vous avais conseillé d'installer. Et là, vous voyez qu'à l'intérieur, j'ai bien mes éléments. Donc pour chaque élément, on a un nom et une URL vers une image. Quand je clique dessus, hein, ça m'amène bien vers une image. Pour appeler ces éléments, pour ensuite les injecter dans mon HTML, je vais devoir faire un appel à mon API dans mon JavaScript. Donc pour faire ça, je vais utiliser la méthode fetch, enfin la fonction fetch. Donc fetch, entre parenthèses, entre guillemets, à l'intérieur, je vais mettre l'URL que je souhaite appeler.
donc c'est l'appel vers mon API. Donc mon API, alors je crois que je l'ai toujours, voilà, ça c'est l'URL de mon API. Ensuite, une fois que j'ai appelé mon API, je vais utiliser ce qu'on appelle des callbacks. Donc je vais revenir à la ligne et je vais faire un point zen, et en fait ça va être la réponse que va me donner l'API. Donc la réponse, on l'a vu, hein, c'est le JSON, mais il se passe que c'est pas forcément... là ici, si j'inspecte, on va faire... Pour ça, il faut mettre un argument. Donc là, je vais mettre un response. C'est la réponse que me renvoie l'API. Et on va utiliser les fonctions fléchées. Donc les fonctions fléchées, elles s'appellent comme ça puisque lorsqu'on crée une fonction, ça s'écrit de cette manière-là. Donc une fonction, on en a déjà créé une plus haut. Créer une fonction, je mets le mot-clé function, je mets le nom de ma fonction, name custom function par exemple. Hop, voilà. Donc ça c'est la première façon d'écrire une fonction. Et en ECMAScript 2016, on va du coup l'écrire d'une manière différente. On va plutôt l'écrire comme ça. Voilà, donc pour tout un tas de raisons, comme par exemple le scope, les portées de variables, etc., on préfère des fois utiliser les fonctions fléchées, et nous c'est notre cas ici. J'enlève ça. Et donc maintenant qu'on a utilisé notre callback et qu'à l'intérieur on a bien mis notre argument response, on cherche à inspecter ce qui se trouve à l'intérieur de ça. Si je fais un console.log, c'est pour ça hein, je vous dis d'utiliser beaucoup les consoles.log puisque ça vous sert notamment quand vous utilisez des API, à savoir tout simplement ce qu'il y a à l'intérieur, et des fois on ne sait pas trop ce que ça nous renvoie. Donc là je fais un console.log de la réponse que ça me renvoie. Donc maintenant quand je me rends sur mon code, je vais afficher ma console, je clique sur login et vous voyez que j'ai bien ma réponse. Alors ce qui se passe c'est que cette réponse, elle n'est pas exactement, pour l'instant on peut pas trop la traiter, elle est à l'état brut. Nous ce qu'on veut c'est que cette réponse, on puisse ensuite la manipuler. Pour ça on va la parser en JSON. Donc on va prendre notre réponse et on va lui appliquer une méthode .json. C'est le fameux format hein, qu'on utilisait, enfin que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite on va mettre un deuxième callback. Alors par défaut le JavaScript c'est un langage asynchrone, ça veut dire que tout se lance en même temps. Grâce au callback ça va rendre notre fonction synchrone, ce qui veut dire que ça va d'abord faire l'appel. Une fois que l'appel est terminé, ça va lancer cette fonction là, cette méthode là, et une fois qu'elle est terminée, on va mettre un autre callback qui va éviter de faire des erreurs, ça va éviter certaines erreurs. Donc là pareil, on va mettre un argument response, et à l'intérieur de ça, on va donc mettre des accolades ici, et on va pouvoir faire un console.log pour débugger ce que ça nous renvoie de response. Alors là dans la première, je n'ai pas mis d'accolade, puisque j'ai tout fait sur une ligne. Quand vous avez qu'une seule ligne, vous n'avez pas besoin d'accolade. Maintenant que j'ai ça, j'ai bien débugué ici, donc on va voir si ce qu'on nous renvoie c'est bien ce qu'on attendait. On va se rendre dans l'inspecteur, dans la partie console, on clique sur login, et là vous voyez que à l'intérieur de mon console.log, j'ai 12, en tout cas j'ai un JSON qui m'est renvoyé avec à l'intérieur 12 éléments. Et à l'intérieur de ces éléments, j'ai tout ce que j'ai vu précédemment, donc c'est les photos de nos chats, avec à chaque fois à l'intérieur le nom et le chemin. Maintenant qu'on a réussi à récupérer nos éléments, nos données elles sont chargées. Une fois qu'elles sont chargées, on veut aller sur la page match, on va l'appeler page match, on aurait pu l'appeler page profil. Enfin, c'est tout simplement la page où on va afficher les différents utilisateurs avec leurs photos, leurs noms, etc. Donc, pour le moment, c'est pas vraiment une page, hein, c'est une section, du coup, comme on l'avait vu. Pour le moment, elle n'existe pas, donc on va la créer. On va se rendre sur notre index, on va l'appeler match, tout simplement. On va mettre un petit H1 et on va mettre match. Par défaut, vous voyez que il est ici, donc nous, on veut pas qu'il apparaisse par défaut, donc on va tout simplement venir le sélectionner dans le style.css. Ou à la rigueur, ce qu'on pourrait faire pour que ce soit plus propre, hein, étant donné que c'est le JS qui gère ça, au niveau du CSS, on va supprimer le display none qu'on avait fait pour le loader. C'est n'importe quoi, on en a dans tous les sens, mais c'est pas grave. Et tout ça, en fait, on va le gérer entièrement en JS. Comme ça, au moins, on sait exactement où ça se gère.
au niveau du script, ici, .js, on va venir tout en haut et on va prendre notre document.getElement by ID. On a dit que le loader content, par défaut, on le mettait .style.display et on le mettait à none. Et on va faire la même chose pour du coup la section match. Donc on va faire un document.getElement by ID. On avait dit que ça s'appelait match et pareil, on va éditer son CSS. On va faire un style.display et ça va être égal à none. Donc là, en quelque sorte, c'est l'initialisation de notre application et comme ça, tout est au même endroit. Maintenant que j'ai ça, ici, quand je suis à l'intérieur de ce callback là, donc quand je suis à l'intérieur de celui-là, ça veut dire que j'ai bien reçu mes données. Maintenant que je suis dedans, je vais supprimer mon loader. Donc là, pour l'instant, quand je clique, ça reste ici et donc ça display none le login et ça display block le loader. Donc moi, ce que je vais faire, c'est prendre ça, on va tout simplement copier-coller. Donc le loader, on va le mettre en none. Et maintenant, on va venir sélectionner donc document.getElement by ID et on va prendre notre section match et on va faire un .style.display et lui, on va le mettre en bloc. Et j'enregistre. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que j'appuie sur login, ça charge les données. En même temps, ça me met le loader. Une fois que les données sont chargées, ça m'affiche ma section match. Donc on va tester. On voit pas trop la différence puisque il n'y a pas beaucoup de données et ça se charge relativement vite, donc il n'y a pas de souci. Ce qu'on peut faire pour exagérer un petit peu et pour bien voir la transition, c'est qu'on va simuler un temps de chargement assez long. Enfin, pas trop long non plus, mais histoire qu'on voit un petit peu la transition avec le loader. Donc on va utiliser une fonction native de JS qui s'appelle setTimeout, qui va nous permettre d'exécuter une fonction à partir de tant de secondes. Nous, c'est ce qu'on voudrait ici. On voudrait que ça s'exécute au bout de 1 seconde par exemple. Ici, on va faire un setTimeout. À l'intérieur, on met une fonction. Donc on va mettre tout ça à l'intérieur. Donc pour déplacer des éléments, plutôt que de faire des copier-coller, etc., bien souvent, ça vous fout en l'air votre indentation. Donc ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner le bloc que vous souhaitez déplacer. Vous restez appuyé sur Alt, touche directionnelle vers le haut ou vers le bas, et ça déplace votre élément. J'ai mon setTimeout. Il manque une chose, c'est le deuxième argument qui est juste là, que je vais devoir renseigner. Donc là, je vais mettre virgule, donc juste avant la fermeture de parenthèse. Et ici, je vais mettre un temps en millisecondes. Donc là, j'ai mis 1000. Ce qui fait que maintenant, lorsque je vais arriver à l'intérieur de ce callback, donc une fois que les données sont chargées, je vais mettre 1 seconde avant d'exécuter tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon setTimeout. Et donc maintenant, lorsque j'appuie sur login, j'ai mon loader et ensuite j'ai ma page match qui s'affiche. Donc c'est très bien, donc là on a presque fini pour cette partie-là. On va faire une dernière chose, c'est qu'on va manipuler nos différentes données. Donc là vous avez vu qu'on a fait un console.log de response. Donc, quand ici j'inspecte mon élément, je me rends dans ma console, je clique sur login, on voit bien que je reçois bien mes données. Alors très bien, côté JavaScript, j'ai bien reçu mes données, mais moi ce que je voudrais maintenant, c'est les injecter dans mon HTML pour qu'on puisse les voir. On va prendre notre response ici, et vous voyez qu'à l'intérieur de response, il y a plusieurs éléments. Si je réinspecte mon élément, je clique sur login, hop, on a en tout 12 éléments. Il va falloir que je sélectionne un de mes éléments. Moi par exemple, je vais lui dire, bah écoute, tu vas me prendre mon premier élément, donc c'est celui qui a l'index 0. Donc, on appelle ça un index. Hop. Et donc pour sélectionner l'index 0, je vais devoir mettre des crochets, renseigner le numéro de mon index, donc moi c'est point, enfin c'est 0, voilà. Et ensuite je vais venir sélectionner l'attribut que je souhaite sélectionner. Donc on avait vu qu'à l'intérieur d'un objet, il y avait deux attributs, un name et un path pour l'adresse vers l'URL. Donc si je fais un point name, ça va me retourner le nom. Ça, on va le stocker dans une variable. Je vais faire let name est égal à ça. Et ensuite, on va débugger, voir si ça fonctionne. Donc on va faire console.log de name. Vous avez sûrement vu différentes façons de déclarer des variables. Moi, j'utilise let et je vous recommande de le faire également. Vous avez également var, vous avez également const, par exemple. Alors const, c'est une constante, elle n'est pas, on peut pas la réattribuer. Donc moi je vous recommande plutôt d'utiliser let. Donc là j'ai fait un console.log de name et lorsque je clique sur login,
je vois que ça me retourne le name. Et si je vais vérifier sur l'élément qui a l'index 0, je vois que c'est bien le bon name. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est également choper son image. Donc, pour faire ça, je vais devoir utiliser le point path. Donc, je vais ici faire un let path est égal à response entre crochets 0 et je vais faire un point path. Le console.log, je peux l'enlever, je l'ai débugué, j'ai vu que ça fonctionnait, il n'y a pas de souci. On est en train de le faire un petit peu manuellement avec la sélection des index comme ça à la main, mais sur les prochains épisodes, on verra comment mettre en place une boucle pour du coup aller chercher un par un tous les éléments automatiquement et pas à chaque fois venir sélectionner chaque élément un par un. Imaginez-vous si vous avez 100 utilisateurs ou même 200, 2000, j'en sais rien, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc là je viens de sélectionner mes deux éléments, je les ai stockés dans une variable, c'est parfait. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais les injecter à l'intérieur de mon HTML. Donc pour faire ça, je vais venir sélectionner, on va le mettre dans la partie match. Donc je vais faire un document.getElément by ID. Notre élément on l'a appelé match. Et à l'intérieur, je veux mettre ce que j'ai réussi ici à sélectionner. Donc là on va faire un point append entre parenthèses. Alors c'est ça, entre parenthèses, et je vais mettre du coup le nom. Donc là je lui dis bah écoute, va me chercher la section match. Point append, ça signifie que les éléments qui sont présents à l'intérieur de ma div, tous les éléments HTML, tu vas du coup insérer mon nouvel élément après et ensuite lorsque je clique sur login, on voit que j'ai bien mon nom qui s'est affiché. Donc j'aurais pu faire également ça avec l'image, donc sauf que l'image, bien sûr, c'est une URL, donc j'aurais pu balancer, donc là je vais dupliquer ma ligne, Alt Shift, touche directionnelle, j'aurais pu faire la même chose avec le path, que j'aurais pu appeler URL aussi, ça aurait été plus logique. Je clique sur login, là vous voyez qu'il me renvoie bien le nom et ensuite l'URL. Sauf que bien sûr, l'URL, ça ne m'affiche pas l'image en tant que telle, il va falloir que je crée tout simplement une image. On verra comment créer un élément, mais en attendant ce que je peux faire, c'est ici me mettre une image à l'intérieur de mon HTML, donc img, et on va lui donner un identifiant qui va s'appeler img URL. Voilà, c'est pas très logique comme nom, mais c'est pas grave. Ce qui va me permettre de pouvoir sélectionner en JavaScript cet élément. Et ce qui se passe, c'est que cette URL, moi, je veux l'injecter à l'intérieur de mon attribut src. Donc là, dans mon JS, je vais pouvoir lui dire, va me chercher img URL. Donc, dans mon script, ici, je vais lui dire, va me chercher img URL, et ça va pas être un point append, mais ça va être un point src. Et ensuite, est égal, et là, ça va être égal à quoi? À l'URL que j'ai récupéré. Donc là, si je clique sur login, je vois que je vais avoir mon nom et mon image qui s'affiche. Bon, bien sûr, mon image prend toute la place. Ce qu'on peut faire à la limite, c'est on va faire un point style, point width, et ici on va mettre est égal 300 pixels. Et donc j'ai bien mon nom et mon image qui apparaît. Donc là, vous voyez, on a bien chargé dynamiquement nos éléments. Donc si par exemple je lui dis bah tiens, va me chercher l'élément qui a l'index 5, j'enregistre, j'appuie sur login et ça va me charger une autre image. Donc c'est là tout l'intérêt en fait d'avoir fait ça, c'est que maintenant ici déjà je vais pouvoir mettre en place une boucle. On peut imaginer que derrière on a un back office où les gens vont, où l'administrateur, où les gens vont s'inscrire par exemple, et l'administrateur pourra gérer les profils. Et donc dès que les gens vont s'enregistrer, vont créer leur compte et qui sera validé, je n'aurai pas besoin moi d'aller upload manuellement à chaque fois les profils, ils vont se rajouter à chaque fois automatiquement. J'aurai juste à appeler mon API qui va afficher les différents profils et j'aurai pas grand chose à m'occuper. Et ce qui est pratique avec l'utilisation des API, donc sans rentrer trop dans les détails, mais je vous conseille de vous documenter un petit peu sur tout ce qui est API REST, etc. C'est que ma partie front et ma partie back est complètement séparée. Ça veut dire que ici, je suis en train de faire ça en HTML, CSS, etc. Mais si demain, je fais une application mobile, j'aurai juste à faire des appels à mes API, ça va me charger mes données qui seront toutes centralisées au même endroit et ça va beaucoup me simplifier mon déploiement de toutes mes applications et ça va bien me faciliter du coup la création de mes différents supports.
et ce sera adaptatif en fonction des différents supports, mobiles, tablettes, etc. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, on verra comment s'occuper de la partie match ici, puisque pour le moment on n'affiche qu'un seul profil. On a vu qu'à chaque fois pour afficher différents profils, il fallait modifier l'index ici. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on va faire une boucle qui va aller vérifier, qui va aller chercher tous les profils. Et on n'aura pas besoin à chaque fois de copier-coller du code. On va créer également des éléments du côté du JavaScript et on va les créer manuellement et on va les injecter dans notre DOM. On va avoir deux boutons qui nous permettront à chaque fois de changer de profil. Donc les profils seront gérés aléatoirement. On va avoir la possibilité à chaque fois de générer les profils de manière aléatoire et à chaque fois on pourra switcher de profil. Je vous souhaite une très bonne soirée et, on se dit à très vite. Ciao tout le monde.